Dans cette vidéo, nous allons parler du théorème de Rolle et nous allons le démontrer. Donc voici le fameux théorème de Rolle, donc soit a et b, deux réels tels que a est strictement inférieur à b, soit f une fonction de l'intervalle ab vers R, continue sur l'intervalle ab fermé et dérivable sur ab ouvert, tel que f de a égale f de b. Alors, il existe un réel C dans l'intervalle AB ouvert, tel que f' de C égale à 0. Donc il faut bien se rappeler, le théorème de Rolle, il y a trois hypothèses. Il faut que la fonction soit, pour commencer, donc continue sur AB. Deuxième hypothèse, il faut qu'elle soit dérivable sur AB, mais cette fois-ci ouvert. Et troisième hypothèse, il faut du coup que f de A égale f de B. Et avec ces trois hypothèses, on en conclut effectivement qu'il existe un point C pour lequel la dérivée s'annule. Alors, chaque hypothèse du théorème a son importance. Donc là, dans le premier dessin, les trois hypothèses sont vérifiées. On a bien donc une fonction continue sur l'intervalle AB fermé, c'est bien dérivable également, et on a bien f de a égale f de b. Donc du coup, il existe un point pour lequel la dérivée s'annule. Alors on voit bien ici, puisque ce point-là, on voit que la tangente en ce point-là est horizontale, donc ça veut dire que la dérivée en ce point est nulle. Donc là, on a effectivement l'existence d'un C entre A et B pour lequel la dérivée est nulle. Là également. Alors ici, il nous manque une hypothèse, il nous manque l'hypothèse de dérivation. Là, on a une fonction qui n'est pas dérivable partout entre A et B ouvert. Ici, on a un point où la fonction n'est pas dérivable et du coup, effectivement, cette fonction, il n'existera pas de valeur C pour lequel f' de C égale à 0. Donc il faut absolument que la fonction soit dérivable sur l'intervalle AB ouvert, sinon on ne peut pas conclure. Donc c'est une hypothèse à ne pas oublier. Alors l'hypothèse aussi pour laquelle la continuité est importante, puisque là, vous voyez, on a une fonction qui est défini comme ça, donc le point A ici, donc en A ça vaut f de A, puis hop, on a un saut de discontinuité ici, et ça redescend vers B. Alors là, on n'a pas de continuité sur l'intervalle AB fermé, mais du coup, il nous manque, on n'aura pas de, là on le voit bien sur la figure, il n'existera pas de point ici pour lequel la dérivée s'annule. Et même chose ici, donc là c'est la troisième hypothèse qui n'est pas vérifiée, f de A est différent de f de B, on voit bien également que là du coup ça ne fonctionne pas dans ce cas-là également, puisque du coup, il n'existe pas de point tel que la dérivée s'annule. Donc on va démontrer le théorème. Donc on sait du coup que f est continu sur l'intervalle AB. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que f est borné et atteint ses bornes, puisque fonction continue sur un fermé borné, sur un compact. Donc du coup, elle atteint ses bornes. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, elle atteint ses bornes inférieures et supérieures, qu'on va noter petit m et grand M. Donc, premier cas, si f est constante. Si f est constante sur l'intervalle AB, qu'est-ce qui se passe? Si f est constante, la dérivée, c'est simple. Pour tout C dans l'intervalle AB, la dérivée, c'est 0. D'accord? Dérivée d'une fonction constante, c'est 0. Et donc, du coup, on a directement démontré le théorème, puisque le théorème, c'est de démontrer qu'il existe un C pour lequel f' de C égale à 0. Là, tous les C entre A et B, pour tous les C entre A et B, on a f' de C égale à 0. Donc là, c'est démontré directement. Donc supposons du coup maintenant que la fonction f ne soit pas constante. Dans ce cas-là, on doit voir que le minimum, l'inf, m est strictement inférieur à f de a, ou grand M, la borne supérieure, est strictement supérieure à f de a. Pourquoi alors? Donc si la fonction n'est pas constante, donc on part d'un point ici, donc f de a, et on va arriver à un point f de b, donc f de a égale f de b. Donc si la fonction n'est pas constante, ça veut dire que soit la fonction elle doit monter au bout d'un moment, ou soit elle doit descendre. Donc dans l'un des cas, donc si elle descend, admettons, si elle descend, ça veut dire du coup que m, l'inf, sera inférieur à f de a. Et si elle monte, ça veut dire du coup que si elle monte au bout d'un moment, ça veut dire que le sup, grand M, sera supérieur à f de a. Donc on va supposer par exemple que m soit strictement inférieur à f de a, c'est-à-dire que au bout d'un moment, la courbe descend, la courbe où il descend en dessous de f de a. Donc m le minimum inférieur à f de a, soit c, donc du coup le minimum, le minimum est atteint. Ici on a une fonction continue sur un intervalle fermé borné, donc le minimum est atteint, ce minimum est atteint, ça veut dire qu'il existe un c dans l'intervalle AB pour lequel f de c égale m. Alors ce C, on sait même qu'il est dans l'intervalle AB ouvert, c'est-à-dire que C il sera différent de A ou de B. Alors C il appartient à AB ouvert, pourquoi? Puisque f de A, on sait que c'est différent de M. D'accord? F de A c'est strictement plus grand que M. Donc du coup f de A est différent de M, donc du coup C ça ne peut pas être égal à A. Et même chose pour B, puisque f de B c'est égal à f de A. Donc, du
coup, si f de a est différent de m, c'est la même chose pour f de b. Donc c est différent de a et différent de b, donc c est forcément à l'intérieur de ab. Et donc du coup, pour tout x dans AB, on a f de c. Donc f de c, je vous rappelle, c'est le minimum, c'est m, c'est l'inf. F de c est inférieur ou égal à f de x. Pour tout x dans AB, d'accord? Donc puisque on avait strictement inférieur tout à l'heure, mais c'était, on avait m strictement inférieur à f de a. Mais là, du coup, comme c'est le minimum, hein, donc f de c c'est le minimum, c'est petit m, donc forcément la fonction f est toujours au-dessus de l'inf. Donc f de c est inférieur ou égal à f de x. Alors donc, ça va nous être utile. Donc pour tout x dans l'intervalle AC, donc on va se placer à gauche de C pour tous les x qui sont inférieurs à C, inférieurs strictement. Donc f de x moins f de c sur x moins c, le taux d'accroissement, il est inférieur ou égal à 0. Pourquoi? Parce que le numérateur, il est, comment le numérateur? Donc f de x moins f de c, donc le f de c on le met de l'autre côté, f de x moins f de c c'est supérieur ou égal à 0. Donc le numérateur est positif. D'accord? F de c, c'est le minimum, je vous rappelle. Donc f est toujours plus grand que le minimum, que l'inf. Donc ça, c'est positif. Ensuite, x est inférieur à c. D'accord? X est avancé, puisqu'il est entre a et c. Donc du coup, x est avancé, il est inférieur à c. Donc x moins c est négatif. Donc positif sur négatif, ça fait bien négatif. Ensuite, qu'est-ce qui se passe si x est après c, est plus grand que c? Donc si x est entre c et b, donc f de x moins f de c, c'est toujours pareil, ça reste toujours positif. Par contre, là, donc x moins c, donc x est plus grand que c, donc du coup, x moins c est également positif. Donc du coup, le quotient sera positif. Donc, la fonction f, en particulier, elle est dérivable en c, puisque c'est dans les hypothèses du théorème, hein, f est dérivable sur AB ouvert, et c, on l'a vu, il appartient bien à l'intervalle AB ouvert, donc c'est dérivable en c, pas de problème. Ça veut dire que la limite quand x tend vers c de f de x moins f de c sur x moins c existe. Donc ça, c'est la définition de dérivabilité en un point. Et donc, si c'est dérivable et que cette dérivée existe, ça veut dire que du coup que la dérivée en c, c'est égal à la dérivée en c à droite et égal à la dérivée en c à gauche. Alors là, c'est c. Hein. Donc du coup, la dérivée à droite, comment on la calcule? Donc on fait la limite de ce quotient, mais en faisant tendre x vers c à droite, quand x est supérieur à c. Donc dans le cas là, en fait, donc quand x est supérieur à c, on voit que le quotient est toujours supérieur ou égal à 0. Donc la limite, quand on va passer à la limite, on va pouvoir en déduire que la limite à droite sera supérieure ou égale à 0. La limite à droite va être supérieure ou égale à 0. Ici, si je fais tendre x vers c, mais en étant du coup inférieur à c, donc on va faire la limite à gauche, et bien là, la limite en passant à la limite, elle va être négative, la limite, elle va être inférieure ou égale à 0. Or, elles ont même limite, puisque ça converge, cette limite existe, donc du coup, on a une limite positive qui doit être égale à une limite négative, donc forcément, la limite est en fait nulle. Donc, f' de c est égal à 0. Et donc, ça conclut le théorème, puisque on a trouvé un c dans l'intervalle AB ouvert pour lequel f' de c est égal à 0. Alors je vais finir cette vidéo par quelques remarques. Donc dans la démonstration, on établit, puis on utilise quand on a un extrémum intérieur où f est dérivable, la dérivée nulle. On l'a utilisé ici, puisque on a utilisé en fait pour faire ça, on a utilisé la dérivée à gauche et la dérivée à droite. Et du coup on avait prouvé, on avait un minimum, hein, on avait un extrémum, c'était un l'inf, et on avait prouvé qu'en ce point-là, du coup on a prouvé qu'en ce point-là, la dérivée était nulle. Le point C n'est pas forcément unique, donc le théorème vous dit qu'il existe un C tel que f' de c égale à 0, alors ce théorème n'affirme pas qu'il est unique, il peut y en avoir plusieurs. Donc là, je vous ai mis un exemple, la fonction sinus de x entre 0 et 2π par exemple. Donc elle vérifie bien les hypothèses, continuité, dérivabilité, et puis sinus de 0 et sinus de 2π c'est égal, ça vaut 0. Et on a la dérivée, donc f', la dérivée c'est cos, donc f' de π sur 2 et f' de 3π sur 2 qui donne 0. Donc là, on voit bien qu'il y a deux points pour lesquels la dérivée vaut 0. Donc le point C n'est pas forcément unique. On ne peut pas généraliser le théorème de Rolle aux fonctions à valeur dans C. Donc ça ne marche pas à valeur dans C. Voici un contre-exemple. F de x égale exponentielle de ix. Donc c'est défini entre 0 et 2π. C'est continu, donc c'est dérivable sur 0 2π, puisque la dérivée c'est i exponentielle de ix, donc c'est dérivable, donc continu. Hein. Si c'est dérivable, c'est continu. Et la dérivée, effectivement, elle est différente de 0 pour tous les x entre 0 et 2π. Donc la dérivée ne s'annulera jamais dans l'intervalle. Donc il n'existera pas de c tel que f' de c égale à 0.
Alors remarque, on avait bien f de 0 égale f de 2pi. Hein. Si je remplace x par 0, ça fait exponentielle de i0, ce qui fait 1. Et même chose avec 2pi. Donc les hypothèses étaient vérifiées ici, mais comme c'est dans C, ça ne marche pas. La réciproque du théorème d'Herold n'est pas vraie en général. Donc voici un contre-exemple. Soit f, une fonction qui va de AB dans R et qui a x associé x cube, donc la fonction cube. Alors on peut supposer par exemple que A est négatif et que B est positif. Vous allez voir pourquoi. Donc la dérivée en 0, c'est 0, puisque x au cube, hein, vous dérivez ça, ça fait 3x au carré. Et donc en 0, ça fait bien 0. Hein. Donc on voit que la dérivée s'annule en 0, mais que f de a égale f de b n'est réalisé que pour a égale b, puisque f de a égale f de b, ça veut dire que a au cube égale b au cube, et ça c'est vrai uniquement lorsque a égale b, puisque la fonction est injective, bijective, hein, la fonction cube. Donc du coup, effectivement, voilà, donc si a est négatif et b est strictement positif, par exemple, du coup on n'aura pas égalité entre f de a et f de b, d'accord? Donc la réciproque, on voit qu'elle ne fonctionne pas. Donc voilà pour le théorème de Rolle.